Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la parenthèse scientifique. Alors, ils nous fascinent, ils nous émerveillent, ils brillent de mille feux et font le bonheur des sportifs de l'extrême et des amateurs de sensations fortes. On les retrouve aux quatre coins du monde et ils sont le siège de nombreuses apparitions, disparitions dignes des plus grands polars ou prestidigitateurs, c'est selon. Alors ils sont également importants pour l'albédo de la planète, c'est-à-dire la part des rayonnements solaires qui sont réfléchis par la surface terrestre et renvoyés vers l'atmosphère et qui jouent un rôle important sur le climat. Ils sont si importants que pour la première fois, chercheurs et scientifiques de plus de 40 nations glaciaires et polaires se sont retrouvés en novembre à Paris et ont partagé leurs constats et observations avec les experts du GIEC et de l'IPBES au cours du One Planet Polar Summit. D'autres encore les préfèrent riches en parfums, pistache, vanille, chocolat. Même si ce ne sont pas tout à fait les mêmes, j'ai nommé les glaciers. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la glaciologue, Dr Delphine Six. Bonjour Delphine. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Alors Delphine, vous travaillez d'ailleurs à l'Institut des géosciences de l'environnement à l'Université de Grenoble-Alpes. Vous êtes spécialiste du bilan de masse et du bilan d'énergie des glaciers. Bravo. Et vous coordonnez aujourd'hui à l'échelle française un service national d'observation Glacioclim, dont l'objectif est de fédérer la communauté glaciologique en France. Co-autrice de 40 publications dans des journaux scientifiques, vous enseignez également les géosciences à l'Université Grenoble-Alpes. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et pour m'accompagner, aujourd'hui dans cette émission, des chroniqueurs de talent, car comme moi, vous les aimez, vous en redemandez. Ça les fait à peine sourire. J'ai nommé Damien. Bonjour à toutes et tous. Julien. Bonjour. Pauline. Bonjour tout le monde. Et bien sûr, toujours avec nous, Clément à la technique qu'on remercie. Salut. Et la parenthèse scientifique, la fonte des glaciers, quel risque pour notre santé et celle des écosystèmes? C'est parti. Vous reprendrez bien un peu de science? Et on démarre avec le mot du jour. Le mot du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler, le mot du jour est PFAS. Non, alors nous n'allons pas vous parler d'épitaphe et de fin de vie. Non, aujourd'hui, nous allons vous parler de PFAS, de son nom scientifique, substance per- ou polyfluoroalkylée. Ce sont en fait des composés chimiques synthétiques et polluants qui sont utilisés depuis les années 50 pour leurs propriétés anti-adhésives, résistantes aux fortes chaleurs et imperméabilisantes, et qui font beaucoup parler d'elles ces derniers temps. Ces substances représentent près de 4000 composés chimiques synthétiques qu'on utilise en industrie et qu'on retrouve dans certains produits de notre vie quotidienne, comme certains textiles, emballages alimentaires ou encore dans nos poêles. Ces produits font bien entendu l'objet d'une réglementation qui évolue dans le temps, notamment en termes de quantité que les industriels ont droit de rejeter dans la nature. Et c'est là que ça pose problème, car si vous n'avez jamais entendu parler de PFAS, vous avez certainement entendu parler de polluants éternels. Eh bien, ce sont eux. S'ils sont en réalité pas éternels, ils mettent beaucoup de temps en fait à se dégrader dans notre environnement, d'où le fait qu'on les retrouve des années plus tard. On en retrouve même de nombreuses années après, même s'ils ont été interdits depuis. Tous les milieux peuvent être contaminés par ces substances, l'air, le sol, la chaîne alimentaire ou encore l'eau. C'est ce qui nous expose tous en tant qu'êtres humains, à des degrés variables bien sûr, aux dangers que peuvent représenter ces substances pour notre santé. De nombreux contrôles très réguliers sont heureusement réalisés partout en France et dans le monde, et de nombreux sites sont sous haute surveillance pour limiter ces pollutions et donc les risques sur nos santé. Vous reprendrez bien un peu de science ? Merci beaucoup Pauline. Les PFAS, on en parle énormément en ce moment. Alors de retour avec Delphine Six. Merci beaucoup Delphine d'être avec nous. Merci à vous. Alors Delphine, on le disait dans l'introduction, vous êtes glaciologue. J'espère que c'est vraiment comme ça qu'on dit. Tout à fait. Un métier qui fait rêver beaucoup de monde quand même, mais qui finalement est assez peu connu.
et qu'on a du mal peut-être à se représenter au quotidien. Alors peut-être est-ce que vous pourriez dans un premier temps nous présenter si ça existe et si c'est vraiment pertinent une journée type quand on est glaciologue? Alors la journée type, je suis pas sûre, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans l'année, il y a des phases, on va dire, qui sont plus de l'observation. Donc on se déplace sur le terrain pour aller faire des mesures et puis des phases de l'année où après, bien évidemment, on analyse, l'ensemble des données, on les traite, on met tout ça dans des gros modèles. Ce qui fait que les journées sont, voilà, on a des saisons plutôt, on va dire estivales, liées aux mesures sur les glaciers et puis l'hiver, généralement, on les laisse un peu plus tranquilles et donc on est plus dans une phase, d'analyse, on va dire. Voilà, ça c'est ce qui représente, on va dire, la collecte des données et l'analyse des données, en tant que glaciologue. Super, donc quelle proportion à peu près entre le terrain et l'analyse? Alors sur l'ensemble, si, bon, typiquement moi, je m'occupe du suivi des glaciers des Alpes, et du coup, on ne suit pas tous les glaciers, mais on pourra en reparler. Et sur ces quelques glaciers, on compte à peu près, moi je compte à peu près une quarantaine à cinquantaine de jours de terrain, par an, donc globalement du mois d'avril au mois d'octobre, on va dire. Et puis, évidemment, entre ces jours de terrain, bah, il faut préparer le terrain, il faut préparer les équipes, il faut réparer le matériel. Voilà, donc évidemment, c'est les jours où on n'est pas sur le terrain, on n'est pas inactif, loin de là, ne serait-ce que parce que dans le monde de la recherche française, on doit trouver l'argent pour aller faire l'ensemble de ces observations. Donc c'est aussi des moments importants de nos occupations. Voilà. Et puis ensuite, l'hiver, voilà, tout ce qui est rendu des rapports, analyse des données, publication scientifique, encadrement des étudiants. Il y a beaucoup de choses un peu annexes aussi à ce travail juste de glaciologie pure de la mesure, on va dire. Donc emploi du temps chargé. Et du coup, moi j'ai une petite question. Je suppose que quand on étudie les glaciers au quotidien, il y a une sorte de fascination qui émane de tout ça. Est-ce qu'on peut parler de vocation? Et est-ce que, si vous en avez une, est-ce que vous auriez la possibilité de nous expliquer qu'est-ce qu'un glacier vraiment? Oui, alors vocation, disons que j'ai toujours grandi à Grenoble, là où est aujourd'hui mon laboratoire et mon université. J'ai très tôt aimé la montagne, ça c'est une certitude. Savoir quand j'étais petite que on pouvait éventuellement travailler sur un glacier et étudier ces glaciers, je ne pense pas. C'est venu un peu plus tard. Fascination, ça c'est sûr, et je reste émerveillée, même si sur certains glaciers, j'y suis allée plus d'une centaine de fois. C'est évident que je reste très attachée à la mesure de terrain et à aller voir aller voir ces glaciers. Et sur votre question, qu'est-ce qu'un glacier? La définition, elle pourrait paraître assez simple, finalement. Un glacier, c'est rien d'autre au départ qu'une accumulation de neige dans des régions de haute altitude ou de haute latitude, plutôt vers les pôles du coup, qui petit à petit en fait se transforme en glace et s'écoule sous l'effet de son propre poids, alors soit vers le fond des vallées comme on l'a dans nos régions alpines, soit s'écoule sur les bords de ce qu'on appelle les calottes polaires pour partir, pour ensuite s'écouler dans la mer sous forme d'icebergs. Donc c'est vraiment la transformation en fait de la neige en glace et de l'écoulement ensuite de cette glace qui caractérise les glaciers. D'accord. Et du coup, je rebondis sur ce que vous dites. Est-ce qu'il existe différents types de glaciers? Après, j'ai une deuxième question, c'est est-ce qu'on peut dater ces glaciers, avec quelle méthode? Mais voilà, tout d'abord, les différents types de glaciers. Oui, alors tout à fait. Alors le mot glacier, il était au départ très, très générique, c'est-à-dire que, quelle que soit, la transformation de la neige en glace, on appelait ça un glacier. Aujourd'hui, on sépare un peu ce qui est glacier de montagne, donc globalement, des grandes langues qui s'écoulent dans des vallées, où on a aussi des petits glaciers un peu de cirque, on va dire, dans des glaciers un peu plus ronds. Enfin, ils ont des formes un peu tous différentes, des orientations différentes, des tailles différentes, des pentes différentes. Il y a qu'à, voilà, se promener dans nos montagnes pour voir qu'effectivement, ils ont des formes et des tailles différentes. Et puis, on a l'autre forme finalement de ce qu'on appelait avant aussi des glaciers, mais qui maintenant on les nomme sous forme de calottes polaires. Donc c'est vraiment des espèces de gros dômes finalement qui sont posés sur leur socle rocheux. Donc on a vraiment cette distinction et on fait vraiment la distinction en fonction globalement, on va dire, de la taille et de l'épaisseur relative, enfin l'épaisseur relative à la taille de ces glaciers. Donc des grandes calottes
plutôt vers les pôles, et puis des glaciers de montagne s'écoulant dans les vallées, dans l'ensemble des massifs de la planète, évidemment. Et puis sur la façon de dater, alors on peut dater, effectivement, on peut dater, notamment sur les calottes polaires. C'est ce qui est fait avec ces grands forages qui permettent de remonter sur l'histoire du climat de la Terre sur, on va dire, à peu près 800 000 ans, voire on espère un jour un peu plus d'1 million d'années, parce que dans ces régions du monde, en fait, il fait extrêmement froid, et donc la neige et la glace restent très froides. Il n'y a pas de fonte, il n'y a pas de mélange des couches, etc. Donc là, on arrive à avoir des datations un peu précises. Dans nos montagnes, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, en fait, un glacier, il naît en haut des montagnes. Donc tout en haut, c'est l'année d'aujourd'hui, 2023. Et puis le bas du glacier, évidemment, c'est toute la trajectoire qu'il a effectuée pendant tout son cheminement. Donc l'âge d'un glacier, c'est compliqué à donner. En fait, ça dépend vraiment de l'endroit où vous êtes sur le glacier. Chaque petit molécule d'eau et de glace, finalement, a un âge différent. Donc voilà, depuis tout récent tout en haut jusqu'à tout en bas. Et c'est compliqué de méthode précise. Non, c'est beaucoup. Dans nos Alpes, c'est un peu compliqué à dater. Le seul endroit où on peut le faire, encore une fois, c'est dans des endroits plutôt froids des Alpes. Donc, on l'a fait, hein, notamment sous le massif sous le Mont Blanc, sous le sommet, où on a 150 ans à peu près d'âge de la glace. Plus bas, il faut ce qu'on appelle des modèles et non plus des mesures pour savoir comment un flocon de neige qui est tombé en 2023, à quel âge il va se retrouver tout en bas de la mer de glace, parce qu'il ne descend pas en ligne directe. En fait, on a ce qu'on appelle des lignes d'écoulement. Il s'enfouit dans le glacier pour remonter ensuite à la surface. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, voilà, c'est sûr que c'est sur plusieurs centaines d'années, hein, si on prend nos grands glaciers, typiquement comme la mer de glace. Mais c'est compliqué à dater plus précisément. Je voudrais rebondir sur une notion que vous avez abordée il y a quelques instants et qu'on avait vue en préparant l'émission. On parle de glace froide. Oui. C'est étonnant de donner un qualificatif. Oui. Enfin, moi, j'avais été surpris sur le moment. Vous pouvez un petit peu nous expliquer ce concept ? Ouais, bien sûr, c'est effectivement pas très évident. En tout cas, dans des régions qui sont très froides, donc vers les pôles ou très haut en altitude, finalement, la glace, elle est la neige, puis la glace, elle est à la température moyenne de l'année. Donc, si vous vous mettez sur le sommet du plateau antarctique, hein, au pôle sud, là où on fait les grands forages, notamment à Dome Concordia ou à Vostok, la glace, elle est à la température de moins 50 degrés. Donc, c'est ce qu'on appelle de la glace froide, à température négative. Et en fait, à l'inverse, dans nos régions, en fait, l'été, évidemment, on a de la fonte, hein, même à très haute altitude, ce qui fait qu'on a tous des phénomènes de gel, dégel, etc., de la neige et de la glace. Et finalement, la température de la glace, elle est pile quasiment au point de fusion, quasiment à 0 degré. C'est ce qu'on appelle de la glace tempérée, du coup. Voilà, on est juste à la limite, c'est-à-dire que dès qu'on apporte un tout petit peu d'énergie, que ce soit par le soleil, par la température, etc., elle se met à fondre. Alors qu'en Antarctique, il y a beau y avoir du soleil, de la glace à moins 50, avant de la réchauffer, et d'arriver à 0 et qu'elle fonde, eh bien, il faut un petit peu de temps. Donc, ça dépend vraiment de là où vous êtes sur la planète, de la latitude et de l'altitude finalement où vous êtes. Et chez nous, dans les Alpes, de la glace froide, hein, à température négative, bien moins négative qu'en Antarctique, hein, puisqu'on est plutôt de l'ordre de moins 10 degrés, on en a finalement très haut, uniquement pratiquement dans les Alpes françaises, sous le sommet du Mont Blanc, en fait, sur le Mont Blanc et sous le sommet du Mont Blanc. Et dès qu'on passe en dessous, on a de la fonte, parce qu'en été, il fait même positif à ces altitudes, au-delà de 3000, 4000, voilà. Et c'est combien en Antarctique, les températures ? Alors, la température moyenne annuelle, c'est, en tout cas à Dome Concordia, au centre du plateau à peu près, c'est à moins 55 degrés. Donc, il fait un peu plus, j'allais dire, il fait moins 80 et au-delà en hiver, et puis il fait moins 30 à peu près en moyenne en été. D'accord, voilà. Il y a des grosses variations quand même de température. Oui, des grosses variations, exactement. Et des grosses variations d'insolation, puisqu'évidemment, comme on est proche du pôle sud, on a 3 mois de nuit intégrale et l'été, 3 mois de jour intégral. D'accord. Ouais. Et alors, Delphine l'a dit tout à l'heure en vous présentant, vous êtes spécialiste du bilan de masse et du bilan d'énergie des glaciers. Alors, c'est pareil, c'est des concepts un petit peu compliqués. Voilà, si vous pouvez un petit peu nous expliquer et du coup, en quoi ça consiste votre travail après, derrière. Bien sûr. Alors, le bilan de masse, en fait, c'est essayer de comprendre et de mesurer et d'interpréter ce que chaque année, un glacier va gagner comme masse
de neige, puis qui se transforme en glace, ou va perdre, parce que je vous cache pas qu'on est plutôt dans cette phase-là, comme quantité de masse. Donc vraiment, étudier le bilan de masse d'un glacier, c'est voir la relation entre ce qu'il accumule chaque année sous forme de neige, donc sous forme de ce qu'on nous on appelle la précipitation solide, et ensuite tout ce qui va le faire fondre pendant l'été, c'est-à-dire tout ce qui est le rayonnement, la température, le vent, etc., qui sont des facteurs qui influencent sa fonte, et essayer de comprendre quelle est la relation justement entre les paramètres météorologiques et le glacier. C'est souvent pour ça qu'on dit qu'un glacier, finalement, c'est comme une grosse station météorologique à très haute altitude, c'est-à-dire que pendant l'hiver, c'est essentiellement de la neige, voilà, qui lui tombe dessus, donc il va gagner un peu de masse. Et puis l'été, le printemps, l'été, l'automne arrive, et donc cette quantité de neige chaque année qui s'accumule pendant l'hiver va commencer à fondre, voire fondre de plus en plus, voire attaquer la glace qui est en dessous. Et donc un glacier, en fait, il doit son existence finalement à ce qu'il accumule en hiver et ce qui va fondre en été. Et évidemment, si on fond beaucoup plus que ce qu'on accumule, globalement, le glacier perd de la masse d'année en année. Donc, on analyse un peu comme ça tous les flux d'énergie, j'allais dire, le rayonnement, comme je disais, la température, l'humidité, le vent, etc. Et essayer de comprendre comment un glacier fond, je vais pas dire vive parce que c'est pas non plus des êtres vivants, mais c'est un petit peu ça, savoir quel est son mécanisme de réponse finalement au climat ou à la météorologie de l'année. Donc on a besoin globalement de suivre cela sur le très long terme, si on veut essayer de définir une information un peu percutante et essayer de comprendre, c'est-à-dire qu'on entend souvent il fait chaud, les glaciers fondent. Si c'était si facile que ça, il n'y aurait pas beaucoup de glaciologues et on serait vite à la retraite. Donc voilà, il y a quand même des besoins de comprendre comment les glaciers évoluent, quel est leur lien avec le climat, comment ensuite toute cette dynamique de la glace se met en mouvement dans les vallées, comment tout ça fond, comment tout ça va à la rivière. Donc c'est un ensemble global de l'étude. Mais justement, on a vu que vous étiez coordinatrice de l'Observatoire Glacioclim, donc un observatoire du climat par la surveillance des glaciers. Donc vous venez partiellement de répondre à cette question. Est-ce que c'est de cette façon qu'on étudie le changement climatique par l'intermédiaire des glaciers ? Oui, tout à fait. Quand on parle de climat, il faut vraiment faire la différence entre la météo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit il pleut, demain il fait beau, etc. Et la notion de climat qui est vraiment une moyenne finalement des paramètres météorologiques sur du très long terme. Et si on veut aujourd'hui, quand on parle de climat et de changement du climat, on a besoin d'informations sur le très long terme. Et l'observation des glaciers, en fait, elle est assez emblématique déjà parce qu'elle est très visible, très très palpable pour tout le monde, y compris évidemment le grand public. On les voit, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, quand vous parlez du dioxyde de carbone, on dit que le CO2 augmente dans l'atmosphère, mais pour vous, pour moi, on ne le sent pas finalement. Oui, c'est plus difficile à observer. Voilà, exactement. Oui. Donc les glaciers, c'est extrêmement visible et on a besoin, et c'est ça qui est très important, et c'est pour ça qu'il y a cet observatoire Glacioclim, de suivre les glaciers, toujours de la même façon, toujours au même endroit, pour vraiment, sur des décennies, essayer de décrypter en fait un changement de leur évolution dans nos montagnes et puis ailleurs, puisqu'on le fait aussi du coup en Antarctique, donc vers les pôles. Donc c'est cette information de long terme qui est extrêmement pertinente pour disposer d'un indicateur climatique qui le soit lui aussi. Et du coup, cet observatoire Glacioclim, on a pu observer en fait en préparant l'émission que ça se passe dans différents endroits dans le monde. Vous surveillez certains glaciers dans les Alpes, les Andes, l'Antarctique ou encore l'Himalaya ou les Pyrénées. Oui. Comment ça se passe avec une géographie si dispersée ? Est-ce que vous avez des équipes à chaque fois sur place ou est-ce que vous déplacez ? Alors, c'est très site dépendant, j'allais dire. Dans les Alpes, c'est mon équipe avec moi qui faisons l'ensemble des relevés. Dans les Andes et en Himalaya, en fait, nos équipes, on se déplace aussi, mais on a aussi tout un partenariat puisqu'on a ce qu'on appelle nous une des tutelles de notre laboratoire. Bien sûr, on a le CNRS, bien sûr, on a l'Université Grenoble-Alpes et on a aussi ce qu'on appelle l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui permet justement à ces pays de
on va dire du sud, hein, pour nous, les Andes, enfin la Bolivie, l'Équateur, le Pérou, le Népal, l'Inde, de mener des partenariats. Et donc, on a des personnes aussi qui nous aident sur place. L'Antarctique, eh bien, on y va aussi chaque année pour aller faire l'ensemble de ces relevés. Et puis, évidemment, j'allais dire, aujourd'hui, encore une fois, on n'est pas très nombreux non plus à pouvoir faire l'ensemble de ces mesures. Et si on veut, il faut bien distinguer ce qui est la mesure sur place, sur nos sites, où on fait, comme je vous disais, toujours au même endroit, sur les mêmes glaciers, etc. Mais du coup, c'est pas beaucoup de glaciers, c'est quelques glaciers finalement. Et puis, on a quand même aujourd'hui un formidable outil qui s'appelle les satellites, qui nous permettent du coup d'avoir une vision un peu plus globale par massif, parce qu'encore une fois, on ne court pas tous les glaciers des Alpes et on ne mesure pas tous les glaciers des Alpes avec des mesures in situ, au sol. On cède des observations satellites pour avoir des visions un peu plus globales sur chacun des massifs. Une vue un peu plus d'ensemble, en fait. Exactement. Vue du ciel. Vue du ciel, exactement. Mais donc, glaciologue, c'est quand même un métier à risque. Alors, on essaye de limiter les risques au maximum, évidemment. Les glaciers qui sont suivis, pour vous faire un petit descriptif, dans les Alpes, il y en avait 6, il n'y en a plus que 5, puisque cette année, on a fini la dernière observation sur le glacier de Sarenne, le glacier de Sarenne, qui était sur l'Alpe d'Huez, puisque ça y est, il n'y a plus de glace sur ce glacier. Donc la série s'arrête cette année, en 2023. Et donc les sites qui sont choisis... Encore une fois, ils ont été choisis par nos prédécesseurs pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y avait des observations très anciennes sur ces glaciers, donc nous, on continue les séries. Et puis, les accès à ces glaciers sont relativement facilités, soit en ski, soit à pied, soit avec des télécabines. Voilà. Et puis, évidemment, quand on dit qu'on fait des mesures sur ces glaciers, ça reste quand même ponctuel. Pour donner un ordre d'idée, par exemple, sur le glacier d'Argentière ou sur la mer de glace, on a 30 points, 30 à 40 points de mesure. On essaye quand même de ne pas aller se mettre sur les endroits les plus crevassés ou sur les endroits les plus avalancheux. On est quand même relativement prudent dans la façon de faire, mais ça reste un milieu glaciaire, évidemment. Donc, avec voilà, c'est l'eau de crevasses et de ponts de neige et de chutes de glace. Donc, oui, il faut. Et j'imagine une bonne condition physique également, si vous allez. Oui. Alors oui, il faut. Mais j'ai quelques bonnes aides aussi avec moi au laboratoire. On porte souvent beaucoup, ça c'est sûr, et on marche souvent beaucoup. Quand on dit la journée de terrain, c'est souvent 2 en une. C'est des journées qui commencent très tôt, finissent très tard, et où il y a beaucoup à marcher ou à skier, en général. Alors, on a bien compris dans ce que vous disiez que les glaciers sont des indicateurs du changement climatique. Est-ce qu'on peut quand même parler de sentinelles du changement climatique pour les glaciers? Et quelles sont les prédictions? Allez-y, oui. Oui, c'est vraiment le mot. Alors, sentinelle, parce que vraiment, c'est un des indicateurs, alors qui est dit. Alors, c'est pas forcément que moi qui le dit, c'est aussi dans le GIEC, et puis on le retrouve un petit peu partout. C'est un des indicateurs les plus pertinents, en tout cas dans les régions de montagne. On les dit aussi des icônes, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est extrêmement visible. Là, on parlait du glacier de Sarenne qui disparaît. Tout un chacun peut aller en se promenant en montagne, dire mais dis donc, l'an dernier, moi, le front du glacier, c'est-à-dire son point final, finalement, là où se finit le bout de glace, il était là et il arrivait à ce rocher. Cette année, il est là-bas. C'est vraiment pertinent et extrêmement visible pour l'ensemble du monde. Donc, les glaciers sont vraiment reconnus comme des sentinelles du changement climatique. Ça, c'est une certitude. Et c'est aussi pour ça qu'on bénéficie. Tout à l'heure, je disais qu'on doit rechercher des financements, ça c'est sûr, mais on dispose aussi de financements du CNRS, notamment du ministère de la Recherche, de l'IRD, etc., pour faire ces observations et les continuer. C'est pour ça qu'il existe ce service national d'observation. Il en existe d'autres en France. Il y a d'autres suivis, que ce soit sur... je parlais du CO2 tout à l'heure, on peut parler du suivi des crues aussi. Enfin, il y a des services nationaux comme ça d'observation sur différents sujets. Et c'est reconnu comme tel, vraiment comme un objet, vraiment qu'il est utile de maintenir sur le long terme, ouais. Et au niveau des prédictions, on va dire peut-être en local, vous disiez que vous aviez perdu donc le glacier de Sarenne. Est-ce qu'il y a des prédictions qui sont réalisées, des modélisations sur les glaciers en local?
Ouais, tout à fait. C'est vraiment quelque chose sur lequel, aujourd'hui, évidemment, on on travaille beaucoup et on le fait pour beaucoup de nos glaciers. Alors évidemment, la disparition des glaciers, elle dépend beaucoup de ce qu'on appelle les scénarios climatiques, hein, c'est-à-dire quels vont être évidemment l'ensemble des émissions, notamment de gaz à effet de serre, hein, sur la planète à l'horizon 2100. Mais on est capable effectivement aujourd'hui de prédire le futur des glaciers. Alors ceux qu'on mesure, on arrive à le prédire extrêmement bien parce qu'on les connaît très bien, donc on connaît très bien comment ils fonctionnent, on a bien compris maintenant leur fonctionnement. Et globalement, c'est vrai que l'ensemble des petits glaciers, hein, de nos montagnes, des Alpes, tous ceux qui sont situés à des altitudes relativement basses, c'est-à-dire sous à peu près 3200 mètres, 3300 mètres, tout cela de toute façon sont voués à disparaître et beaucoup plus vite que ce qu'on avait prévu il y a une quinzaine d'années. Alors probablement qu'on a raffiné aussi les modèles, mais on s'aperçoit aussi que finalement, pour simuler le futur, on a besoin de connaître ce qui se passe dans le passé. Et si vous voulez, il y a 15 ou 20 ans, finalement, on faisait la relation entre le climat des 20 précédentes encore années, 20 années, pardon, avec les glaciers. Mais aujourd'hui, en fait, il y a une réelle accélération dans la perte de masse des glaciers depuis le début des années 2000. Et donc, quand on resimule le futur des glaciers avec cette accélération de la perte de masse, finalement, on anticipe encore la disparition des glaciers. Donc, la plupart des petits glaciers de nos montagnes d'ici 2050 à 2060 vont disparaître. Et puis, les plus grands glaciers, typiquement mer de glace argentière, ou d'autres glaciers comme le glacier blanc ou le glacier des Bossons, etc., sont des glaciers qui vont mettre un peu plus de temps à disparaître et qui, eux, vont être un peu plus dépendants du scénario climatique que l'on va appliquer, alors que pour les petits glaciers, finalement, quel que soit le scénario climatique, de toute façon, puisque aujourd'hui, voilà, si on réduit nos émissions ou si on les arrête, il faut bien voir que dans l'atmosphère, il y aura encore des concentrations de gaz à effet de serre et avant qu'elles s'atténuent, il faut plus de temps. Et donc, d'ici à 2050, finalement, tous les scénarios s'accordent pour dire ont la même trajectoire, hein, en termes d'évolution, notamment des températures et de précipitations. Donc, les petits glaciers vont disparaître voilà, d'ici 2050-2060. Les plus gros dépendront largement de ce qu'on va voilà, appliquer comme scénario, vers quel scénario climatique on va se tourner. Merci beaucoup Delphine Six. On passe à la pause musicale. C'est votre choix. When the Party's Over, Billie Eilish. Quel accent. Merci Delphine. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix, Delphine? Oui, parce que j'étais en train de l'écouter voilà, hier quand on a parlé de musique et j'aime bien voilà, c'est doux, c'est calme et c'est reposant. Il faut un peu de repos, je crois, en ce moment, dans ce monde. Oui, un peu d'apaisement. Merci, Ouais. c'est parti, on écoute Billie Eilish. Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me. Call me friend, but keep me closer. And I'll call you when the party's over.
like that, like it like that. Yeah, I could lie, say I like it like that, like it like that. But nothing is better sometimes. Once we've both said our goodbyes, let's just let it go. Let me let you go. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. De retour dans la parenthèse scientifique, aujourd'hui on parle des glaciers en compagnie de Delphine Six. On a parlé pas mal des glaciers, de la définition des glaciers, de leur rapport aussi des conséquences du changement climatique sur ces glaciers. Et maintenant on passe aux risques sur la santé des écosystèmes et des populations humaines. Oui, et alors déjà pour commencer, est-ce qu'un glacier est un écosystème? Oh oui. Alors, en tout cas, le glacier, avec tout son environnement, hein, évidemment, puisque un glacier, c'est aussi c'est aussi de l'eau, c'est une rivière, ça peut être un torrent, ça peut être voilà beaucoup de poussières qui sont déposées dessus, ça peut être donc et puis il y a évidemment toute la vie de nos montagnes, de tout l'ensemble de la faune et de la flore. Donc effectivement, on peut donner la notion d'écosystème à l'ensemble d'un glacier et de son environnement proche, on va dire. D'accord, oui, c'est la glace et ce qu'il y a autour sur Oui, une zone oui, oui, moyenne quoi, autour. oui. Et du coup, donc on parle beaucoup de fonte des glaciers. Quelles sont déjà probablement les conséquences des fontes des glaciers sur l'écosystème en lui-même du glacier, mais les écosystèmes qui en dépendent en aval? Oui, alors la principale, la principale conséquence, on va dire, de ce changement va être liée à l'ensemble de ce qu'on appelle les débits, en fait, des rivières, des glaciers. Donc tout ce qui est lié à la ressource en eau liée au glacier. Un glacier qui fond ou qui fondrait moins, c'est plus ou moins d'eau apportée aux rivières. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui. Alors, dans les Alpes, évidemment, on utilise un peu moins, quoique, hein, l'eau des glaciers pour tout ce qui est irrigation, consommation, etc. Mais ce qui est complètement prégnant dans d'autres régions du monde, que ce soit en Himalaya ou que ce soit dans les Andes, puisque j'en parlais tout à l'heure, sont vraiment l'ensemble des populations vivent de l'eau des rivières pour s'alimenter, pour irriguer les cultures, etc. Et dans ces régions, évidemment, les grandes rivières, hein, si on parle de l'Himalaya, le Gange, le Brahmapoutre, l'Indus, etc., sont toutes des rivières qui sont alimentées par les têtes de bassins versants englacés, donc où l'apport en glace est extrêmement important. Donc la ressource en eau, c'est quelque chose qui va être très compliqué. Juste pour vous donner un chiffre, par exemple, la capitale de la Bolivie, La Paz, en saison sèche, elle dépend actuellement à 30% pour sa consommation de l'eau des glaciers de la cordillère des Andes. Donc évidemment, qui dit plus de glaciers, dit globalement, si on fait un chiffre, si on fait un calcul tout bête, 30% d'apport en eau en moins. Donc c'est quand même extrêmement critique pour beaucoup de ces populations. Dans nos régions de montagne, ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement, nos glaciers, c'est un peu comme des châteaux d'eau. Et ils ont chez nous, on va dire, la bonne idée de fondre en été, en juillet et en août, essentiellement. Ce qui apporte de l'eau à nos rivières à un moment où, chez nous, il pleut beaucoup moins et donc où les rivières sont beaucoup plus sèches, on va dire. Donc, on a cette crainte, ou en tout cas, on va probablement vers une modification du débit des rivières et de la saisonnalité dans le débit des rivières, ce qui risque d'être compliqué pour l'ensemble, effectivement, des écosystèmes qui dépendent de l'eau des glaciers. Et pour nous également, d'ailleurs, non ?
Alors pour nous également aussi, c'est sûr qu'il y a quelques glaciers hein, qui alimentent des nappes phréatiques. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les montagnes, je veux dire, les scénarios climatiques n'annoncent pas qu'il ne pleuvra plus ou qu'il ne neigera plus. Globalement, évidemment, ce qu'on voit dans ces scénarios climatiques pour le futur, c'est que comme la température va augmenter, on va avoir en fait un décalage de la limite pluie-neige. C'est-à-dire que de plus en plus, en fait, il va pleuvoir à très haute altitude, enfin haute et à très haute altitude, et de moins en moins neiger. Et la pluie, elle n'a pas comme la neige ou comme la glace, cette possibilité du coup d'être comme un stock finalement et de relâcher de l'eau au fur et à mesure. Donc de l'eau qui s'écoule, hein, de la pluie qui s'écoule, ça descend beaucoup plus vite à la rivière, alors que la neige et la glace, finalement, c'est des stocks et donc qui sont relargués un peu plus tard. Donc on ne manquera peut-être pas d'eau à certains moments de l'année, mais on en manquera beaucoup plus à d'autres moments de l'année, et c'est ça qui effectivement sera critique. Ouais. Alors on parle de ressources en eau, mais il y a aussi la qualité de l'eau. Et avec la fonte des glaces, est-ce qu'il y a un risque de transfert de contaminants vers le continent? Déjà de base, quel est le niveau peut-être de contamination des glaciers, les principaux polluants et voilà, est-ce qu'il y a des équipes à Grenoble qui étudient cet autre volet des glaciers et de la fonte des glaces? Alors c'est une science qui est très, très nouvelle, tout ce qui est lié aux bactéries, la microbiologie et tout ce qui est lié à la contamination de nos glaciers, hein, et ce qui peut se déverser dans les rivières. Il y a quelques études qui ont été menées, notamment à la fois sur le plateau antarctique, parce que voilà, on s'est toujours demandé s'il n'y avait pas des bactéries qui vivaient dans ces glaces très très anciennes, qui pourraient avoir des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Donc il y a eu un peu une agitation tout à un moment sur ces études autour des bactéries. Ça commence vraiment dans les Alpes, et probablement de toute façon que l'ensemble de ce que les glaciers, encore une fois, étant formés de neige, et la neige étant formée dans l'atmosphère, ça comporte une part de nos polluants qui pourraient être effectivement qui pourraient être relâchés. De là à vous en dire plus, pour moi, encore une fois, c'est pas tout à fait mon domaine. Et c'est vraiment voilà, on a une toute nouvelle chercheuse typiquement qui vient d'arriver sur ce sujet au laboratoire, voilà, qui mène des études sur l'ADN de la glace, de la rivière, voir comment ça se transfère de l'un à l'autre. Donc ça va être vraiment une thématique, je pense, qui va être un peu émergente. Encore une fois, chez nous, on n'a pas des quantités de glace si énormes que ça à fondre. Et il y en a déjà une grosse partie de toute façon qui a fondu, et donc qui est déjà partie à la rivière et à la mer probablement. Et donc c'est déjà un peu tard de dire quelle est la part finalement de contaminants qu'on a pu mettre dans les océans. Mais dans d'autres régions où il y a des très très gros glaciers, c'est probablement des choses qui vont être de plus en plus suivies, effectivement. Merci en tout cas. Moi j'ai une petite question. Donc vous nous avez parlé du fait qu'on allait certainement manquer d'eau. Ça c'est un des risques de la fonte de ces glaciers. Est-ce que vous pouvez nous parler des principales conséquences de la fonte de ces glaciers sur la santé humaine ? Par rapport à la santé, je ne dirais pas forcément par rapport à la santé. Je pense que globalement, et on le voit très bien de toute façon, ce qui s'amplifie beaucoup, ce sont tout ce qu'on appelle les risques ou les aléas naturels liés à la disparition et à la fonte de ces glaciers. En fait, aujourd'hui, et qui ont donc des conséquences sur les populations. Aujourd'hui, on voit, et on l'a vu encore cet été dans l'actualité, la formation de lacs liés au retrait des glaciers. Il a fallu vidanger le lac des Bossons sur Chamonix, le lac de Tignes, à Tignes, voilà, sous menace parce que ces lacs menaçaient de se vidanger dans les vallées extrêmement brutalement. On a d'autres exemples comme ça de risques naturels, de chute de sérac qui menacent également en vallée de Chamonix, la chute de sérac de Tacona. On a toujours ces poches d'eau qui peuvent se former dans les glaciers. Donc aujourd'hui, j'allais dire, en tout cas par rapport à la santé, je ne sais pas si peut-être que les informations sur les contaminants, enfin les études sur les contaminants montreront des choses un peu plus prégnantes. Mais ce qui est vraiment très notable aujourd'hui, en tout cas, c'est les risques naturels que présente la fonte des glaciers. Et du coup, on voit aussi notre métier
énormément évolué d'un métier qui était, moi, quand voilà, j'étais en thèse il y a plus de 20 ans, sur vraiment de la recherche pure, hein, comment fonctionne un glacier, etc. À aujourd'hui, on est très, très, très sollicité par les communautés de communes, par les services de l'État, etc. Et on est vraiment en lien avec les collectivités pour essayer de comprendre les risques, de les analyser, de voir voilà, s'il y a vraiment un risque, un danger potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui risque de s'accélérer et encore une fois, qui va s'accélérer aussi dans d'autres régions du monde. Alors ça rejoint du coup la question que je voulais vous poser sur l'impact socio-économique et évidemment on imagine psychologique pour les habitantes, les habitants qui vivent à côté, à proximité des glaciers, qui le voient tous les jours et le fait que certains disparaissent ou évoluent, on va dire dans le mauvais sens, peut avoir un impact psychologique fort sur les populations. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, alors en tout cas, il y a quelques années, hein, on a été confronté à cette poche d'eau dans le glacier de Tête-Rousse, qui est un tout petit glacier sur la voie normale du Mont Blanc. Et c'était une poche d'eau en fait qui s'était déjà formée en 1892, enfin qui s'était formée et qui s'était rompue surtout à l'époque. Et donc il y avait eu toute une coulée d'eau, de glace et puis ensuite d'arbres, etc., qui avaient dévalé dans la vallée sur Saint-Gervais, qui à l'époque avait fait 175 morts quand même sur la ville de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Wow. Et aujourd'hui, mais évidemment, c'était en 1892, donc une population beaucoup moins dense qu'aujourd'hui. Donc, quand on a fait nos études sur cette poche d'eau, qu'on a vu qu'elle était sous pression, qu'elle pouvait menacer la vallée, etc., il y a eu des études qui ont été faites par notre laboratoire en lien avec les services de l'État, en lien avec la préfecture, avec la mairie de Saint-Gervais, pour vraiment essayer de voir ce qu'il était possible de faire, de la vidanger. Et c'est vrai qu'il y a eu tout un système d'alerte qui a été mis en place par les populations avec des points de rassemblement. Il y avait vraiment tout un dispositif qui permettait, au cas où la poche d'eau se rompe, que les habitants en fait puissent sortir de chez eux et aller se mettre à un point de rassemblement et être en sécurité. Donc c'est vraiment un exemple concret qui montre aussi le lien entre un laboratoire de recherche et finalement, j'allais dire, toutes les collectivités et les services de l'État pour vraiment prévenir les populations et puis et voilà, mettre les choses en œuvre. Il y aura peut-être d'autres exemples qui vont se manifester et au-delà de ça, je pense que effectivement pour beaucoup de gens, le constat de la fonte des glaciers a cet impact. Voilà, c'est quand même, nous on le mesure, on le voit l'accélération de cette fonte de plus en plus. Voilà, on l'associe à des étés beaucoup plus chauds, des étés beaucoup plus longs, à de la fonte beaucoup plus précoce, à des phénomènes de pluie sur neige. Enfin, on arrive à comprendre maintenant pourquoi ça s'accélère depuis le début des années 2000. Et donc les gens le voient évidemment, et il peut y avoir une part d'éco-anxiété, effectivement, encore une fois, à voir l'ensemble de ces glaciers disparaître. Pas mal il y a quelques grandes stations de ski qui utilisent les glaciers pour faire du ski d'été notamment et qui se posent la question, est-ce qu'il faut maintenir les installations, etc. Il y a toute aussi une économie finalement liée à ces glaciers. C'est la même chose pour les exploitants hydroélectriques comme EDF ou Emosson qui exploitent l'eau des glaciers, mais s'il y a moins en moins de glaciers, il y a moins en moins d'eau et donc moins d'apport dans les barrages et pour faire de l'électricité. Donc c'est tout un environnement aussi touristique et économique en fait qui évolue et donc qui préoccupe à la fois les collectivités, les décideurs, les financeurs, enfin ceux qui en tout cas les sociétés privées, j'allais dire, et puis évidemment le grand public, ouais, et tous les professionnels de la montagne, hein, évidemment les guides, enfin j'en passe, voilà, les gardiens de refuge, etc., qui voient leur activité quand même largement évoluer. Et alors, pour élargir un petit peu, on avait du 8 au 10 novembre le premier sommet mondial sur les pôles et les glaciers, le One Planet Polar Summit. Alors, je suppose que vous avez dû suivre un peu les On débats. était invités, on a fait une conférence invitée sur les glaciers, ouais, tout à fait. D'accord. Et globalement, c'était quoi les attentes de la communauté scientifique de ce sommet et c'était quoi les résultats? Alors, il y a eu l'annonce de Monsieur Macron quand même qui, du coup, va voilà, débloquer pas mal de fonds, notamment pour la partie des pôles, hein, en tout cas pour la partie française. J'aime pas le mot occupation parce que l'Antarctique en plus appartient à tout le monde ou n'appartient à personne, c'est comme vous voulez. Mais bon, en tout cas, il y a des bases françaises et donc il y a volonté quand même de mettre des moyens un peu supplémentaires sur ces endroits. Moi, je pense que
alors c'est toujours le dilemme, en fait. C'est parce que ce sont des mesures, finalement, et c'est vrai, partir en Antarctique, aller faire des mesures, c'est un coût carbone qui est évidemment très important. Donc on est toujours, et de plus en plus, on le voit depuis pas mal d'années, en lutte entre essayer de diminuer ces bilans carbone à nos échelles aussi de scientifiques, hein, et de scientifiques travaillant sur le climat. On devrait être effectivement de plus en plus exemplaires, et de continuer ces observations et le manque d'observations. Il y a encore des inconnus, hein, sur nos glaciers. Il y a encore des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne mesure pas, qu'on ne sait pas. Et donc on espère continuer l'ensemble de ces observations, tout en essayant quand même d'être de plus en plus sobre en termes de bilan carbone. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la volonté des scientifiques, c'est d'essayer de trouver cet équilibre-là, c'est-à-dire continuer l'observation parce qu'elle est importante, voilà, et puis aller au-delà, donner les moyens effectivement pour qu'aujourd'hui tout ce qu'on a pu engranger comme observation, etc., puisse être mis aussi au service de la société, c'est-à-dire via des modélisations pour le futur, et donc améliorer nos moyens de calcul et tout ça pour que ça soit de plus en plus précis. Et je pense que c'est ce lien science-société qui est aujourd'hui, à mon avis, extrêmement important, parce que les scientifiques du monde entier fassent des observations, très bien. Si si ces observations-là ne servent pas à la société, c'est complètement inutile, quoi. Donc moi, je pense que ce lien société, et améliorer ce lien, c'est une des grosses attentes aussi, quelque part, que l'on a. Et puis, comme tout le monde, je pense qu'on se bat tous moi en tant que scientifique et comme citoyenne, de se dire qu'il faut engager de la sobriété partout, quoi, et y compris dans nos disciplines. Et donc voilà, on aimerait tous un peu entendre ces mots-là, mais qui sont compliqués pour moi. Ils sont extrêmement compliqués à dire et à mettre en œuvre derrière. Donc voilà, on espère en tout cas que ce transfert de toutes ces connaissances et d'être des outils, finalement, que ce soit des outils pour l'avenir de cette planète. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment envie de croire, quoi, qu'on puisse faire mieux pour qu'on essaye d'anticiper un maximum, même si on est déjà probablement un peu en retard, je pense, largement même, mais qu'on puisse anticiper au mieux, parce que, encore une fois, c'est pas forcément notre pays qui sera le plus en souffrance, mais voilà, il y a énormément d'habitants sur cette planète qui vivront les pieds dans l'eau, ou qui vivront Sans eau. Sans eau, ouais. sans eau, ou à l'inverse de pluies diluviennes parce que les moussons se transforment complètement. Enfin bref, donc il faut essayer d'anticiper au maximum, et c'est notre devoir de scientifique, justement, d'aller vers des outils pour la société. Merci beaucoup, Delphine Six. C'est extrêmement important de rappeler l'importance de vos travaux, et aussi l'importance du lien avec les citoyens. Petite question, si on est un citoyen et qu'on veut justement vous suivre ou en savoir plus sur vos travaux, est-ce que vous avez des petites références à nous donner ? Oui, alors encore une fois, moi, beaucoup de gens me contactent, et je réponds très très largement. Je pense que le mieux, c'est d'aller voir le site web de Glacioclim, donc du Service national d'observation des glaciers, ou de voir le site web de mon laboratoire, hein, l'Institut des géosciences de l'environnement. Il y a beaucoup d'informations grand public. On reçoit énormément de scolaires qui viennent visiter le laboratoire, parce qu'on a des infrastructures un peu sympas, avec des chambres froides, des ateliers. Enfin bref, c'est toujours un plaisir de recevoir des classes. On fait aussi beaucoup de conférences, et tout ça, c'est sur le site web, soit de Glacioclim, soit du laboratoire. Et puis mon mail, encore une fois, je réponds pas toujours très rapidement, mais j'essaye de répondre, voilà. Et on est toute une équipe, hein, encore une fois, Glacioclim, voilà, c'est moi qui dirige Glacioclim, mais j'ai quand même toute une équipe avec moi, et heureusement, et des très chouettes personnes qui répondent aussi très très largement, spécialistes soit de l'Himalaya, soit des Andes, soit de l'Antarctique, encore une fois. Et donc voilà, toutes ces personnes sont prêtes et disposent à répondre aux questions. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Delphine Six. On a été extrêmement heureux de passer ces 20 minutes avec vous pour cet entretien. Un grand merci, et puis bravo pour... Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Merci à vous. Voilà. Merci, ouais. Au revoir. Et nous, on passe au Cowboy fringant, plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie,
Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Et ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens. Dans la panique, on déclarait l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité. Et on passe aux actualités scientifiques, une actu qui fait du bien, dessaler l'eau de mer grâce aux vagues. Vous reprendrez bien un peu de science ? Oui, alors on sait que beaucoup de populations n'ont pas beaucoup d'eau potable et donc une start-up canadienne, Oneka, est en train de développer une innovation technologique qui pourrait permettre d'utiliser les vagues comme moyen de désaliniser l'eau de mer. Pas facile à dire. Alors cette technologie, elle utiliserait le système mécanique des vagues en termes d'énergie. Alors le principe repose sur des bouées de désalinisation qui flottent en surface des vagues et qui convertissent l'énergie pour activer un système de membrane et qui permettent de filtrer l'eau de mer. Alors ça, c'est une belle innovation technologique qui est porteuse d'espoir pour à peu près 300 millions de personnes qui sont aujourd'hui dépendantes de l'eau dessalée, et c'est un chiffre qui probablement augmentera. Donc beaucoup d'espoir dans cette innovation technologique. Merci. Merci Julien. Et puis une nouvelle très positive dans le droit européen, puisque le 16 novembre dernier, des instances de l'Union européenne ont entériné un accord sur la criminalité environnementale, reconnaissant l'écocide comme infraction aggravée. La notion d'écocide est ainsi rapportée officiellement à une infraction dite qualifiée, visant à incriminer les atteintes graves à l'environnement, la destruction ou à des dommages étendus et substantiels qui sont soit irréversibles, soit durables, et qui conduisent à des conséquences environnementales catastrophiques. Donc les sanctions proposées
mêle à la fois de l'emprisonnement, mais également des amendes qui peuvent aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial annuel. Donc voilà, cette notion d'écocide reconnue au niveau du droit européen, c'est une excellente nouvelle. Et maintenant, la science poétique. La science poétique. Aujourd'hui, dans la science poétique, nous souhaitons vous partager un extrait de texte de Jean-Daniel Colomb sur la science poétique de John Muir, une ouverture sur l'harmonie du monde. Aujourd'hui, on connaît surtout John Muir comme un défenseur zélé du système des parcs nationaux américains durant la seconde moitié du XIXe siècle et la Belle Époque. On oublie parfois que cet auteur d'origine écossaise, qui passa la plus grande partie de sa vie en Californie, fut aussi un naturaliste chevronné. S'il ne peut prétendre qu'au statut d'amateur, ses connaissances approfondies dans des disciplines aussi variées que la botanique, la géologie ou la glaciologie confèrent à ses écrits une indéniable valeur scientifique. Subtil alliage d'empirisme et d'idéalisme, d'analyse rationnelle et de sensibilité esthétique, la science poétique de John Muir se distingue comme une vision de plus en plus originale, voire marginale, à mesure que les plans scientifiques et esthétiques s'éloignent l'un de l'autre dans les dernières années du XIXe siècle. Longtemps, au XIXe siècle, les traitements philosophiques, esthétiques et scientifiques de la nature semblent se compléter. Ces domaines ne sont pas considérés comme des champs fondamentalement séparés les uns des autres. Au fond, l'artiste, le philosophe et le scientifique décrivent des phénomènes identiques par des biais différents. Dès lors, il n'est pas question de proclamer la primauté du scientifique sur ses homologues poètes et philosophes. Le terme de science, dans son acceptation contemporaine, est d'ailleurs longtemps récusé, car on le juge trop étroit dans son application. On lui préfère volontiers l'expression de philosophie naturelle qui permet d'inclure une grande variété de comportements et de visions. À défaut d'une vision générale, incluant une multiplicité des plans, le risque est grand de se fourvoyer en n'obtenant qu'une vision parcellaire des phénomènes naturels. C'est qu'une grande majorité des naturalistes américains de cette époque se sont assignés une tâche pour le moins ambitieuse. Ils entendent accéder à la contemplation de l'harmonie du grand tout. Et si vous êtes intéressé d'en apprendre davantage, vous pouvez retrouver l'ouvrage original intitulé « Discours et objets scientifiques dans l'imaginaire américain du XIXe siècle » par Ronan Ludo et Claire Magnier. Vous reprendrez bien un peu de science ? Merci beaucoup, Pauline, pour cette science poétique. J'ai beaucoup apprécié. Et on passe aux actualités de la Fondation. Tout à fait. Et pour enchaîner donc sur ces actualités de la Fondation, à noter dans vos agendas le 13 décembre prochain une nouvelle conférence grand public sur la thématique sol urbain et santé, les usages en question, donc notamment à travers les potagers, les espaces verts, etc. Donc à l'heure de la végétalisation des milieux urbains, qui est au cœur des discussions, on peut se demander s'il est bon pour la santé de cultiver des légumes qui viennent des sols urbains. Connaissons-nous vraiment leur composition, la composition des sols, et qu'en est-il des friches industrielles réhabilitées ? Toutes ces questions, nous allons les aborder le 13 décembre prochain avec Elisabeth Rémy et Ronald Charvet. Donc rendez-vous à la médiathèque Latour-Maubourg à partir de 18h le 13 décembre. Et on rappelle que c'est une conférence gratuite et ouverte à tous. Et puis Damien, on parle un peu des conférences auxquelles on a assisté. Et oui, on s'est pas mal baladé en congrès en octobre-novembre et du coup je voulais parler de quelques conférences auxquelles on avait assisté, notamment en toxicologie. Donc je ne vais pas toutes les présenter, mais le premier congrès auquel on a assisté, c'était organisé par 3 associations de toxicologie françaises. Et ce congrès avait pour thématique l'exposome, c'est-à-dire l'étude de l'ensemble des expositions et de leurs effets physiologiques, de la conception jusqu'à la mort d'un individu. Par exposition, on n'entend pas seulement les expositions chimiques aux pesticides ou autres contaminants, mais également les expositions physiques ou les facteurs de stress psychosociaux. Ainsi, nous avons pu assister à des conférences sur les expositions au bruit et les expositions aux ondes électromagnétiques, encore trop peu étudiées. Merci Damien. Eh bien écoutez, en tout cas, on a été très heureux de passer encore un bon moment ensemble et avec vous et avec Delphine Six, qu'on remercie encore pour son interview. On vous dit à très bientôt, le mois prochain, pour une nouvelle émission et on vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne journée à tous. Oh, regardez! C'est pas la Fondation Evertea ? Ah ça, c'est encore des squats du bocal. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.